Bonjour à tous. Alors, on va vous parler de l'intention de recherche, comment Google évolue vers un moteur de réponse. Et on va commencer par se présenter. Voilà. Et en grand, ça fait spectaculaire. Donc, je suis Sylvain Perronnet, je suis le directeur scientifique de Quant. Il est à gauche. Hein. Voilà, je suis à gauche. Et je suis aussi responsable d'un petit laboratoire de recherche privé qui s'appelle les X-Lab. On est 4. Voilà. On fait de la data science principalement. Et à droite, Romain Belay, je suis président fondateur de Yoda. On édite depuis 2002 des outils pour le référencement, principalement en France. On dispose depuis toutes ces années de beaucoup de données. Et c'est pour ça qu'en fait, ça nous tient très à cœur d'enrichir ces données, de les qualifier, et pour aller sur de l'analyse de marché cible. Et c'est pour ça qu'on va vous parler, on vous parle avec Sylvain de l'intention de recherche. Ah oui, et je tiens je m'excuse parce que toutes les datas que je vais vous fournir seront basées sur Google France, et donc c'est des données exclusivement françaises. Bravo. Alors, on va commencer l'exposé avec des slides que certains d'entre vous connaissent, je pense, canoniques, sur qu'est-ce qu'un moteur de recherche, comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'un moteur de recherche? Un moteur de recherche, c'est par exemple ce fabuleux moteur de recherche, Quant, qui est ici. Qu'est-ce que c'est? C'est un site dont la vocation est de renvoyer des résultats pertinents pour une requête donnée. Alors ça, c'est la définition que la plupart des gens pensent connaître. La vérité, c'est que ce n'est pas la requête qui est vraiment le point important. Ce qui compte, c'est ce qu'on appelle le besoin informationnel. Le besoin informationnel, c'est le sujet sur lequel vous voulez vous renseigner, ou la transaction que vous voulez faire, ou la navigation que vous voulez acter. On en parlera pas mal dans cette conférence. Le besoin informationnel, c'est ça en fait qui vous intéresse. C'est quelque chose qui est dans votre cerveau et que vous essayez d'exprimer, en vérité plutôt maladroitement. C'est ce qu'il faut retenir. En tout cas, quand on a un moteur de recherche, on se rend compte que les gens savent difficilement exprimer ce qu'ils ont dans leur cerveau. Et ce qu'on doit faire quand on a un moteur, c'est répondre efficacement, non pas à la requête, mais au besoin informationnel. À vrai dire, si vous vous trompez et que vous écrivez une requête qui ne correspond pas réellement à votre besoin informationnel, le moteur devrait le deviner et bien répondre quand même. Voilà. Et c'est pour ça, aujourd'hui, on va parler en fait de détection d'intention et ce genre de choses. Et ça fait partie des tâches qu'on doit faire pour comprendre vraiment ce qu'est une requête par rapport à votre envie réelle qui correspond à ce que vous avez tapé. Voilà. Et alors, la question, c'est comment on fait le lien entre requête et besoin informationnel. Alors, j'ai un deuxième slide ensuite qui est sur grosso modo, c'est un slide canonique qui est dans absolument toutes mes présentations, qui est grosso modo le schéma de principe d'un moteur de recherche. Alors, je ne vais pas en parler beaucoup. Pourquoi? Parce que, en fait, je vais en parler pour une raison très particulière, qui est, ce que vous voyez là, c'est le schéma de principe d'un moteur actuellement, un moteur qui a une interface textuelle d'interaction avec l'utilisateur. Et ce qu'on va voir, et on va en parler pas mal, c'est que tout ce travail qui est fait sur l'intention, en vérité, il a un objectif, c'est de switcher de ces moteurs un peu à l'ancienne, avec une interface uniquement textuelle, de les switcher vers ce qu'on va appeler, ce que Romain appelle l'assistant, ou le moteur d'assistance, ou je ne sais plus comment tu appelles ça, qui est généralement caractérisé par exemple par des interfaces vocales, ou ce genre de choses. Donc quand même, très rapidement, le schéma, un moteur c'est quoi? C'est un robot qui va indexer le web. Ce que le robot fait, c'est qu'il indexe les contenus textuels, et il indexe aussi les liens entre les pages, donc la structure du web. À partir du contenu des pages, il peut déterminer si une page est pertinente pour une requête. Mais le vrai travail important, ce n'est pas tant de trouver quelles sont les pages pertinentes pour une requête, mais d'abord de comprendre les requêtes. Donc c'est ce qui est en haut. Quand quelqu'un tape une requête, il y a toute une partie d'analyse de la requête. Et puis, parallèlement à cette analyse de la pertinence, il y a l'analyse de l'importance, ce que la plupart des gens connaissent sous le nom de PageRank, par exemple, pour déterminer la popularité des sites web. Et c'est le croisement entre l'analyse de la pertinence et l'analyse de l'importance, avec en supplément des algorithmes anti-spam, qui permet à un moteur de classer les pages web par rapport à une requête, avec un classement qui est supposé mieux correspondre, ou correspondre le mieux possible aux besoins informationnels de la personne qui a tapé la requête. Tout l'exposé aujourd'hui, il ne parle finalement que de quelque chose qui est ici. C'est une partie de l'analyse de la requête dont on va parler aujourd'hui. D'accord ? Et il faut avoir conscience d'une chose dont vous n'avez pas forcément conscience, c'est là où se situe la quasi-totalité de la R&D des moteurs de recherche. C'est là où on travaille en fait, à comprendre les gens, savoir
analyser la pertinence une fois qu'on a bien compris la requête, savoir analyser l'importance, c'est assez facile. Savoir filtrer le spam, c'est encore plus facile, même si c'est amusant de dire ça par exemple devant des SEO, mais c'est pas très compliqué. Le plus dur, c'est vraiment de comprendre la requête. Voilà. Je sais plus, on a mis on ne sait dans les slides, mais je sais plus pourquoi. Mais parce qu'effectivement, lorsqu'on va travailler, on voit de plus en plus que les recherches se font au niveau vocal, puisque les chiffres sont quand même assez alarmants au niveau des États-Unis. Ça va modifier considérablement le rôle du moteur et le traitement de la requête. Ouais, alors par exemple, il y a un exemple tout bête. Alors pour certains d'entre vous, peut-être qui sont familiers déjà des notions qu'il y a derrière le traitement de la requête, on fait souvent ce qu'on appelle de la reformulation de requête. Quand c'est le moteur. Le moteur reformule la requête pour mieux la comprendre, ou fait ce qu'on appelle une expansion de requête. Et généralement, c'est fait de manière dite transparente. C'est-à-dire que vous tapez une requête, le moteur il ne va pas utiliser la requête que vous avez tapée, mais une autre qu'il a fabriquée à partir de votre requête et d'éléments contextuels pour essayer de comprendre ce que vous voulez. C'est fait de manière transparente parce qu'il est considéré comme trop intrusif pour un utilisateur d'un moteur de recherche que le moteur lui dise « je ne t'ai pas compris, peux-tu m'aider à mieux formuler la requête ?» Quand c'est textuel, c'est intrusif. Quand c'est vocal, c'est permis par le moteur. C'est permis par les utilisateurs. Il n'y a aucun problème quand vous êtes dans un dialogue avec quelqu'un à lui dire « mais en fait, je n'ai pas compris ce que tu es en train de me dire, est-ce que tu peux me le redire autrement ?» Ça, on a le droit de le faire quand on parle, mais on n'a pas le droit de le faire quand on l'écrit. Et donc, ça va changer les choses. Avec de la recherche vocale, une grosse partie des algorithmes en fait, vont être modifiés parce qu'on a une interaction différente avec les utilisateurs. Voilà, alors comprendre la requête, c'est pas toujours facile. Deux petits exemples vraiment tout simples. Souvent, on a des problèmes de compréhension de la requête quand les gens doivent parler ou font une recherche qui correspond à un objet qu'ils ne savent pas nommer. Romain est très bricoleur. Et quand il a une fuite d'eau chez lui, il a besoin d'un outil pour desserrer le robinet, pour aller changer le joint ou réparer le robinet. Mais il ne sait pas comment cet outil s'appelle. S'il veut acheter l'outil en allant sur le site de n'importe quel vendeur d'outils... Je veux une clé de lavabo. Voilà. Lui, il veut une clé de lavabo, mais il va taper « je veux l'outil qui permet de desserrer le robinet ». Le moteur, il ne sait pas forcément ce que c'est. Mais il doit comprendre que ce que Romain voulait écrire, c'est « je veux acheter une clé de lavabo ». Donc voilà, c'est ce genre d'ambiguïté très souvent qu'on retrouve. Puis après, il y a des choses qui est, quand on tape Amazon.com, qu'est-ce qu'on veut dire? Alors là, pour la plupart des gens, c'est toujours assez clair. Si je tape Amazon.com, c'est qu'en fait, je veux aller sur le site d'Amazon. Enfin, le site Amazon.com. Mais ce passage qui paraît évident à tout le monde, le faire automatiquement, il n'est pas nécessairement évident en fait. Voilà. Et donc, c'est typiquement ce genre de problème que le moteur doit adresser. Donc l'intention de recherche, c'est assez important de pouvoir ne plus parler de mots-clés, mais de remettre l'individu, l'humain, au centre du process. On a vraiment un humain qui a une intention. Et lorsque la demande elle est claire et manifeste, on va le voir, c'est assez simple au final, puisqu'on peut simplement par faire de l'analyse de texte pouvoir identifier l'intention. Mais lorsqu'elle devient latente, lorsque l'intention n'est pas très claire et donc ambiguë, ça devient très compliqué et c'est là où Mr. Professor intervient. En moyenne, on a identifié qu'il faut à peu près 3 mots. Donc 3 mots pour définir une intention de recherche. Dans nos bases, il y a majoritairement 3 mots pour définir l'intention de recherche. Sachant que la taille moyenne d'une requête au niveau d'un moteur, c'est entre 3,5 et 4,5 en nombre de mots. Voilà. Alors, on s'aperçoit qu'il y a quand même une forte accélération au niveau de Google. On s'en apercevra jusqu'à la fin avec, on parle de moteur de réponse, mais au final, on est de plus en plus vers un moteur qui fournit de l'assistance. Et on a eu des grosses modifications qui sont passées un peu inaperçues, mais on s'aperçoit que toutes les variantes de mots-clés type orthographique sont maintenant regroupées en une seule intention de recherche. Avant, les SEO s'amusaient à faire varier les S, sans S, avec un S, etc. Ils avaient des variations au niveau des SERP. On n'est pas encore à 100% des SERP. J'ai identifié on n'est pas encore, donc une intention de recherche n'est pas encore égale à une SERP dans 100% des cas, mais on s'y approche et on y va de plus en plus. Donc une intention de recherche, on n'aura qu'une seule SERP. Donc peu importe si on a des modifications orthographiques,
on aura la même SERP. Ce qui est logique, pourquoi un moteur de recherche va vous fournir des SERP différents, donc des classements, les 10 premiers classements SEO différemment, sur une même intention de recherche. C'est une aberration. Et très prochainement, on va aller bien sûr sur un seul et même résultat. Donc là, ça va être encore une grosse problématique. Alors moi, je vais juste rebondir vite fait sur l'aberration. En fait, c'est une aberration de fournir des SERP différentes pour une même intention de recherche quand la requête est différente. C'est une aberration plus financière, puisque si on arrive à identifier 20, 30, 40 requêtes qui ont la même intention de recherche, ça veut dire qu'on fait une économie avec un facteur 30 ou 40 au niveau de l'infrastructure du moteur. Donc il y a un vrai intérêt économique à repérer l'intention de recherche. Alors, c'est le slide qui fait peur, celui-là. Hein. Ça, c'est les travaux des universitaires sur qu'est-ce qu'est une intention de recherche. Vous avez un magnifique tableau et ça vous dit tous les types d'intentions de recherche qui peuvent exister avec des niveaux de complexité croissants. Et en fait, c'est assez amusant, ou pas, hein, je ne sais pas. Le premier niveau, ici, qui est le niveau le plus simple, c'est plus compliqué en fait que ça en a l'air cette histoire. Eh bien, il n'y a que 3 types d'intentions. Information, navigation, transaction. Et en fait, c'est assez amusant parce que, grosso modo, c'est ce qu'on utilise à l'heure actuelle, en pratique. C'est ce que les gens qui sont un peu dans l'analyse du comportement des consommateurs et autres, ou des utilisateurs, utilisent. Pour l'instant, on a tout un tas de notions théoriques qui existent, mais en vérité, on travaille au niveau le plus haut, qui est le plus simple, qui est 3 types d'intentions uniquement. Juste par exemple, dans transaction, on ne s'intéresse pas à savoir si la transaction, elle est gratuite ou elle est payante. Voilà, juste pour mettre un petit exemple, un petit focus là-dessus. Tout à fait, mais on en reparlera dans un exemple plus tard. Exactement, je fais du teasing. Voilà, il y a 3 types d'intentions. Donc effectivement, pour le moment, on se cale sur, on retient 3 types d'intentions. Une intention informationnelle. C'est les slides de Sylvain, donc je ne reprends pas les exemples. J'assume. Informationnel, donc l'objectif, l'intention, c'est de trouver une information. J'ai besoin de quelque chose. Et Google ou les moteurs de recherche vont m'apporter une information. Une autre intention qui est la navigationnelle. Moi, je considère que c'est un petit peu, la requête de fainéantise. Pour moi, c'est je mets la marque. C'est des requêtes principalement de marque. Je mets la marque, comme ça, je tape pas l'URL du site. Après, on peut en discuter plus finement. Transactionnel, l'objectif, c'est effectivement d'effectuer un achat. Simplement un achat. Alors, est-ce que... on va voir que c'est quand même assez compliqué. Donc là, l'idée, c'est... je me suis simplement amusé à requêter la base d'une façon assez avec un peu d'algorithmie, mais quand même assez simple, pour pouvoir dire, ben voilà, qu'est-ce qu'au final... re-identifier les intentions de recherche d'une façon facile. Voilà. Qu'est-ce qui est facile à faire? Ce qui est facile à faire, c'est d'identifier parmi les 350 millions d'intentions de recherche dont on dispose, quelles sont les questions. Combien j'ai de questions? Donc voilà, sur à peu près, on a 1 million de questions différentes, hein, donc d'intentions de recherche qui sont identifiées par comment je vais faire quelque chose, comment je peux, que, où, combien, qui, quand, quoi. Et ça représente environ 35 millions de recherches par mois, sachant que c'est une base qui totalise 6 milliards. Donc on est loin de... voilà, par une méthode assez simple, de pouvoir fournir l'exhaustivité de l'intention de recherche. Principalement, ce que j'ai mis en fin de ligne, c'est les grands thèmes. Principalement les questions comment vont tourner autour de tout ce qui est sexe, amour et maigrir. Que c'est loisirs et cuisine, météo, heures, film et où loisirs et lieux d'achat. C'est ultra représentatif. Oui. Alors, il faut savoir que statistiquement, avec plus de 18 ou 19 000 éléments, on a une représentativité au pourcent près déjà. En fait, on a requêté, ça a été dans la base complète, hein, c'est l'ensemble des recherches qui sont effectuées en France par les internautes, et ça a été requêté directement dans la base de production, et on identifie, sur 100 millions, on identifie 1 million de questions.
Quelques exemples rapidement. Allez, rapidement, des questions. Voilà, ce sont les top questions. Donc, comment faire l'amour? Donc, c'est des questions françaises. Hein, je pense qu'on a encore des soucis. Comment faire l'amour? Comment maigrir? Comment pirater un compte Facebook? C'est toi la première, c'est ça? Comment perdre du ventre? Ça, je te laisse. Voilà. Voilà. Et que faire? Alors, c'est que faire plus ville. Que faire A plus ville? Que faire quand on s'ennuie? Alors là, c'est énorme. Hein. Google va nous répondre. Et c'est quand même l'une des top 2 hein, des requêtes en France. C'est énorme, ça. Et que faire avec? Et les premières questions, c'est avec un œuf. Hein. Bon. C'est énorme. Là, très rapidement, là, c'est pareil. Les requêtes d'intention transactionnelle, facile, donc pas d'ambiguïté. On a identifié quels sont les produits qui plus pas cher, mots-clés plus pas cher, mots-clés prix plus mots-clés, pardon, prix plus mots-clés, waouh, achat plus mots-clés et acheter plus mots-clés. Voilà ce que ça représente enfin, au final en termes de répartition. Alors, là, ce slide a deux objectifs. Un, pour vous montrer les top marques en France. Le premier tableau, première colonne, il se lit, par exemple, sur Samsung, on a 384 000 mots-clés qui contiennent le mot Samsung. Donc avec toutes les extensions et sachant que c'est unique, c'est des mots-clés uniques. Le deuxième tableau, ça représente la volumétrie de recherche. Alors, si nous on s'intéresse sur les intentions de recherche, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut s'apercevoir que dans Samsung, si on dit voilà, Samsung, s'il y a juste le mot-clé unitaire avec des petites variations au niveau orthographique, c'est de la navigationnelle. Mais derrière, on va avoir toute la confusion entre Samsung avis, où on pourrait dire que ça serait de l'informationnel, et prix d'un Samsung, où ça serait du transactionnel. Donc cette slide est double. Ouais, et il faut bien décorréler les deux côtés. Hein. D'un côté, c'est le nombre d'intentions de recherche différentes qui contiennent la marque. De l'autre, c'est le volume de recherche associé au nombre, même qu'il soit peu important ou très important. Alors, il y a un exemple, hein, quand même, il y a une chose que vous avez peut-être repéré, un site particulier. Il y a YouPorn à droite qui n'est pas à gauche. Pourquoi? Parce qu'il y a peu d'intentions de recherche différentes liées à la recherche du site YouPorn. Par contre, le volume est énorme. Voilà. C'est la différence entre les deux côtés. Voilà. À toi. Merci pour ton intervention. Alors, maintenant, en fait, je me suis simplement amusé à dire, OK, que fait Google et est-ce qu'avec Google, on pourrait avoir des informations sur l'intention de recherche? Donc, il fait varier sa structure, la structure de résultats. Ouais. Donc, quelques exemples. Fais voir, comme ça, je le... quelques exemples. Donc, météo, hein, l'intention, elle est claire. Et notez simplement que ce week-end, vous allez un peu plus respirer. Le gros, hein, ouais. Visiter Genève, pareil, on a une intention qui est très claire avec un carrousel. On est principalement sur de l'intentionnel jusqu'en bas puisqu'on a du TripAdvisor. Donc le premier lien SEO est TripAdvisor. Donc on a de l'intentionnel. Fonctionnement G2 Genève. Donc c'était au départ pour une soupape de sécurité. Et au final, c'est une attraction touristique. Donc là, c'est pareil. C'est de l'informationnel. Pas de souci. Pareil, là on voit apparaître les fameuses positions 0, donc on en reparlera tout à l'heure parce que je pense que ça a un impact, il va falloir il faut vraiment s'y pencher dessus parce que ça va avoir un impact qui est conséquent dans l'avenir. Et là on a téléphone portable pas cher. Donc là on est toujours pareil sur une requête qui est très orientée achat. Pas de souci, on a des smartphones qui nous sont proposés avec des sites SEO qui sont très orientés achat. Là ça commence à être compliqué en fait. Là, Google, il ne sait pas trop, au final, si téléphone portable, c'est du transactionnel ou si c'est de l'informationnel. Et il va nous fournir des snippets qui sont faites... voilà, il nous fournit les deux informations. Et sur les mots-clés de niche, sur les mots-clés qui arrivent, hein, les mots-clés qui sont vraiment qui sont ultra tendance, Google fonctionne comme ça et il place une structure ambivalente. Et en fonction du comportement des utilisateurs, il va identifier si on est plus sur du transactionnel ou informationnel. Ça, typiquement, ce genre de structure, ça veut dire que le moteur ne sait pas bien identifier le besoin informationnel qui est derrière la requête. Typiquement.
Et il y a un autre exemple, un exemple que j'aime bien, qui est la requête suivante, prix ballon Paris. Quel est le besoin informationnel derrière cette requête? Alors je pense que, dans la salle, je ne sais pas ce que vous en pensez, pour moi, typiquement, prix ballon Paris, c'est que je suis en train de rechercher un ballon du Paris Saint-Germain, un ballon de foot. Et je veux savoir combien ça coûte. Alors je ne sais pas si vous avez la même vision de moi. Ben non, voilà. Pour le moteur, pour Google, prix ballon Paris, et il ne renvoie que des résultats organiques sur ce thème-là. C'est quoi? C'est des informations concernant au parc André Citroën, dans le 15e arrondissement à Paris. Il y a une montgolfière qui permet de voir Paris vue du ciel. Et en fait, pour le moteur, l'intention derrière prix ballon Paris, c'est celle-là. Une intention liée au tourisme et à cette attraction. Alors bien sûr, hein, le moteur, comme il n'est pas 100% sûr, il fait quand même ceinture et bretelles. Il essaye quand même de nous vendre quelques ballons du PSG ou assimilés, mais principalement, il a une vision particulière de l'intention derrière cette requête. Alors moi, je suis surpris, mais bon, certains ne le sont pas visiblement, et je pense que ça se discute de savoir quelle est la meilleure interprétation des deux et la meilleure intention. Mais en tout cas, pour lui, ça ne fait aucun doute que c'est la montgolfière, puisqu'il ne met aucun autre résultat dans les résultats organiques. Voilà, alors c'est là où on voulait en venir avec tous ces exemples. C'est que, magnifique ce slide, hein, n'est-ce pas? Déterminer l'intention d'une requête, c'est difficile. C'est difficile pour les moteurs de recherche. Je pense que vous avez commencé à le comprendre un petit peu avec tout ce qu'on a dit, mais en fait, c'est encore plus difficile pour les êtres humains. Et en vérité, les machines, les algos sont plus efficaces que nous pour déterminer l'intention d'une requête, même quand on parle de sa propre requête. Ce que vous avez en haut, c'est les résultats. Donc c'est dans un article qui est dû à Andrei Broder, qui est quelqu'un de chez Google. C'était en 2002, je crois. Il manque le dernier chiffre. En haut, vous avez les estimations par des êtres humains pendant qu'ils sont en train d'utiliser un moteur. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a tapé une requête sur un moteur, et hop, il y a un pop-up qui dit « Est-ce que ta requête, elle est informationnelle, navigationnelle, transactionnelle ?» Et la personne doit répondre l'un des trois cas, ou plusieurs. Et en fait, ils peuvent répondre plusieurs cas, et ça se voit, puisque vous voyez que la somme fait plus de 100%, si vous avez log. Et donc, les gens estiment que leurs requêtes sont 73% du temps informationnel, 26% navigationnel, 36% transactionnel. Donc, vous voyez qu'il y a des requêtes qui sont classées dans plusieurs catégories. La vérité, quand après on regarde ce que les gens sont allés voir et ce qui leur a convenu comme résultat par rapport à des signaux utilisateurs de « ils restent, ils ne reformulent pas les requêtes, etc. sur les sites », la vérité, c'est ça. La vérité, c'est 48% information, 20% navigation, 30% transaction. Les êtres humains ne sont même pas capables de déterminer quelle est l'intention derrière leur propre requête quand on leur demande. Voilà. Et ça, les 2% qui manquent, c'est parce qu'il y a 2% qu'on ne sait pas classer quand on est une machine. Mais je vois que tu as l'œil, Cad. Et c'était pas du tout répété, hein, je tiens à le dire. Voilà. Donc en tout cas, il y a une différence entre les deux qui est très, très importante. Alors des exemples d'ambiguïté, on peut en trouver plein, mais ici, j'ai une requête, je ne sais jamais où elle est ici. Elle n'est pas du tout ici, il faut que ça... Hop. Ici, il y a une requête qui est considérée comme informationnelle par Romain, ou par son outil. Tout à fait, c'est 12 minutes, on est largement dans les temps, Romain. Et cette requête, c'est Kinvey dans un monde meilleur. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Kinvey, un artiste fabuleux qui vient de la belle ville de Rouen, eh bien vous avez de la chance. Kinvey a fait un album ou une chanson qui s'appelle Dans un monde meilleur, et cette requête, elle est considérée comme informationnelle. Pourtant, est-ce qu'elle est réellement informationnelle? On peut se poser la question, c'est une vraie ambiguïté. Pour moi, cette requête, elle est 100% transactionnelle. Pour l'algorithme qui est utilisé, elle est 100% informationnelle. Et donc, on voit que voilà, il y a des fois où il y a des cas de désaccord assez importants. Et en fait, cette requête, pour être tout à fait correcte, elle est transactionnelle gratuite. Quand les gens tapent ça, ce qu'ils veulent, c'est télécharger gratuitement ou écouter gratuitement les chansons de Kinvey. Alors, pour traiter les requêtes, maintenant on rentre dans le vif du sujet, il reste 12 minutes, c'est parfait. Mais Patrick va nous accorder 2 minutes de plus, donc c'est très bien. Ah bon, c'est plus facile encore alors. On a un pipeline de traitement de la requête avec correction orthographique, thématisation, repérer l'intention et étendre la requête. Alors, hop, j'ai des petites illustrations. La correction orthographique, vous tapez « c'est quoi le hors-jeu » Voilà, vous l'avez mal orthographié, le moteur doit comprendre doit comprendre la bonne orthographe. Après, il faut thématiser. C'est quoi le hors-jeu? C'est une question qui est dans un domaine, une catégorie, le sport. Ensuite, il faut voir l'intention. L'intention de la personne qui a tapé « c'est quoi le hors-jeu ?» c'est de s'informer sur quelque chose. Et ensuite, il faut étendre la requête pour bien la comprendre. Et la vraie question qui est derrière « c'est quoi le hors-jeu mal orthographié ?» c'est « quelle est donc la définition d'un hors-jeu en football ?» Voilà.
C'est ça la vraie question que le moteur doit comprendre derrière ce qui est écrit en haut. Alors comment il fait ça? Là, il y a des magnifiques slides maintenant. Eh bien, chaque tâche va être faite de manière algorithmique. Et la première tâche, alors là vous avez un schéma d'une chaîne de traitement algorithmique globale pour faire de la catégorisation. Comment est-ce qu'on fait? On va utiliser ce qu'on appelle un classifieur. Donc on est dans la gamme des algorithmes de machine learning. On va avoir un classifieur qui va prendre en données des textes. Et ces textes, les êtres humains vont avoir dit à la machine, ça, ce texte il parle de sport, celui-là il parle de kayak, celui-là il parle de foot, celui-là il parle de cuisine, etc. etc. Et chaque mot du texte et les mots ou des groupes de mots qui sont ensemble dans un texte, en fait, vont se voir attribuer une appétence à certaines thématiques. L'algorithme de classification, il va être capable de créer, à partir de l'apparition de plusieurs mots conjointement, un score qui permet de prédire dans quelle thématique va être un texte. Ça, c'est ce qu'on fait pour catégoriser un texte. Le problème, c'est qu'une requête, c'est 3, 4 ou 5 mots. Et c'est généralement pas assez de mots pour catégoriser. Et donc, il faut trouver des astuces pour catégoriser les requêtes en faisant autrement. Alors, d'abord, un interlude classifieur, mais très rapide, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. La plupart des algos de classification, l'objectif, c'est de construire des arbres de décision. Un arbre de décision, c'est quoi? Ça va être un ensemble de règles successives. Et par exemple, typiquement pour un classifieur, par exemple, football, on pourrait tout à fait avoir, première question, est-ce que le mot ou est-ce que le nom de Zlatan Ibrahimovic est mentionné dans le texte? Si oui, c'est probablement du foot, mais c'est pas sûr. Donc on dit, est-ce que ça parle de ballon et de but, etc. Et puis là, on va dire, bah oui, c'est donc ça parle de foot. Si en fait, on n'a que des réponses négatives sur ce type de questions, on va dire, bah, ça parle d'autre chose. Donc typiquement, c'est ce genre de choses qu'on va vouloir construire. Pour ça, la pratique est toujours la même. On doit créer un dataset qui a été tagué par des humains. Et j'insiste, je l'ai pas mis, on n'a pas mis un slide énorme pour le dire, mais toutes ces méthodes ne font qu'automatiser le jugement des êtres humains. Donc on essaye de comprendre comment les êtres humains prennent des décisions pour, par exemple, catégoriser, et ensuite on essaye de mimer ces décisions. On construit avec un algo l'arbre de décision, on le teste sur les données d'entrée, puis ensuite on applique à tout un index, par exemple tout l'index du moteur. C'est typiquement ce qu'on va faire. Dans les méthodes modernes, on peut utiliser des réseaux de neurones. Je passe ce slide, parce que ce n'est pas pertinent aujourd'hui. Pour vous donner l'astuce pour traiter les requêtes, un placement de produit subtil, je suis désolé. Voilà. Ce qu'il faut quand vous avez une requête, c'est trouver tous les mots qui sont associés à la requête et qui vont permettre de créer un classifieur qui va bien comprendre quels sont les mots associés à la catégorie qui est liée à la requête. Et pour ça, il faut un outil qui soit capable de comprendre quels sont les mots associés à une requête. Des outils, il y en a, les moteurs en ont. Nous, on en a fait un avec mes deux larrons qui sont là-bas dans la salle, Frédéric et Benoît. Et voilà, il s'appelle UrTextGuru, il permet de faire ça. En fait, en prenant tous les termes qui sont liés à un champ lexical d'une requête, vous pouvez nourrir un classifieur. Et si vous dites « recette de la choucroute, c'est de la cuisine », eh bien, le classifieur peut apprendre que les mots qui sont là, quand ils apparaissent, on est probablement dans une catégorie cuisine. Et comme ça, on peut éviter, on peut passer le contenu pour être capable de bien classifier. Voilà, alors après, il y a autre chose qu'il faut faire. Après avoir catégorisé, il faut comprendre l'intention. Alors l'intention, eh bien, c'est quelque chose que les moteurs savent très mal faire. Et comment on fait? La plupart du temps, on va dire que l'intention, c'est une catégorie particulière. Dans les catégories, il y a cuisine, il y a sport, il y a information, navigation, transaction, je sais pas, puis piscine, etc., etc. Et donc, chaque mot va se voir associer des catégorisations particulières, et c'est toutes ces catégories ensemble qui vont permettre de déterminer l'intention. Ici, par exemple, eh bien, l'expression « where do I », on considère ça comme un seul terme, et c'est plutôt typique d'une intention informationnelle. Derrière, il y a « reviews », c'est plutôt généralement transactionnel, etc. Et on va prendre tous les mots du texte, ou tous les mots de la requête, et on va essayer comme ça de créer un petit medley en pondérant. On peut faire comme ça. Après, il y a d'autres méthodes. Et la méthode en fait, qui est la plus utilisée, c'est d'utiliser de l'information implicite en plus de l'information explicite. Dans la plupart des moteurs, mais par exemple pas chez Qwant, quand vous tapez une requête, par exemple ici London Tube Station, vous donnez une information explicite. Mais en vérité, vous avez une information implicite qui vous est associée. Si vous avez tapé cette requête alors que vous êtes sur un iPhone dans une rue de Londres près d'une bouche de métro, c'est peut-être que vous avez une recherche informationnelle de trouver la carte du métro, etc. Donc les résultats vont être différents de si vous tapez ça depuis chez vous, depuis un PC, etc. etc. Et donc l'information implicite
vous permettent de mieux comprendre l'intention de la personne. Si vous cherchez un restaurant et qu'il est midi et que vous êtes dans une rue où il n'y a que des restaurants, le moteur comprend que vous avez envie de manger, que vous cherchez un restaurant pour manger tout de suite. S'il est 4 h du matin ou 6 h du matin plutôt et que vous êtes chez vous, c'est peut-être que vous le cherchez pour le soir, etc. Donc on ne vous propose pas les mêmes résultats. Et après, dans les autres méthodes, on ne va pas rentrer plus dans les détails que ça, il y a ce qu'on appelle faire du clustering non supervisé. C'est plutôt que de partir du principe que je connais les catégories, les intentions et que je trouve quelles sont les requêtes qui correspondent à chaque catégorie, chaque intention. Ce que je fais, c'est que je groupe toutes les requêtes sans savoir de quoi elles parlent. Et puis après, je demande à des êtres humains de me dire quelle est l'intention de telle ou telle requête prise au hasard dans le groupe. Et après, je pars du principe que toutes les requêtes du groupe ont la même intention. Voilà. C'est exactement ce qu'on fait implicitement hein, quand Romain dit toutes les requêtes qui sont avec le mot acheter, c'est transactionnel. Pourquoi? Parce qu'en prenant au hasard 10 requêtes qui contiennent acheter, on s'aperçoit que c'est transactionnel et donc on dit toutes sont transactionnelles. C'est une généralisation abusive qu'on fait, mais ça marche assez bien. Voilà. Et après, dernière chose, l'expansion de requêtes. L'expansion de requêtes, c'est pourquoi faire? Eh bien, c'est pour mieux comprendre les requêtes. Ce qu'on fait, c'est qu'on va reformuler une requête en substituant des termes de la requête avec des termes qui sont généralement qui arrivent, je ne sais pas comment le dire, qui sont, j'ai perdu le fil, des termes qui sont compatibles ou co-occurrents aux termes de la requête. Typiquement, si vous avez le mot pizza dans une requête, vous avez envie de rajouter ou de remplacer le mot pizza par pizzeria ou ce genre de choses. Voilà, alors les exemples typiques d'expansion de requête, hein, c'est celui-là par exemple. Quelle est la règle de football près du but? En fait, ça peut s'étendre. Qu'est-ce que le hors-jeu en football? Typiquement, le moteur est capable de faire ça. Pourquoi? Parce qu'on sait que règle de football et but, ensemble, ça veut généralement dire hors-jeu statistiquement, et donc on peut remplacer l'un par l'autre. C'est ce que va faire le moteur. Je ne vais pas vous expliquer comment, parce que je crois qu'on n'a pas le temps de le faire. Il reste combien de temps? 5 minutes? C'est fait ça avec des méthodes de machine learning via des réseaux de neurones. Vous avez peut-être entendu parler de Word2Vec? Pas du tout. Donc c'est fait avec des méthodes qui font quoi? Qui vont calculer, par rapport à tout un index documentaire, la probabilité qu'un mot se trouve dans un contexte donné ou à un endroit donné d'une phrase. Typiquement ici, quand vous lisez cette phrase, je suis venu en... Mais quelle galère pour se garer, qu'est-ce que vous mettez à la place des points d'interrogation? Cheval. Vous mettez voiture la plupart du temps. Pourquoi? Parce que implicitement, vous savez que le mot qui a la plus grande probabilité d'être bien en contexte à la place des points d'interrogation, c'est voiture. Mais ça marche avec camion, mais avec une probabilité plus faible. Ça marche avec avion, mais avec une probabilité très faible, etc. etc. Voilà. Donc si on a un historique des résultats, la reformulation, c'est beaucoup plus simple. Et généralement, les moteurs, c'est ce qu'ils faisaient. Et ce que vous venez de voir dans ce slide-là, c'est essentiellement ce qu'on appelle RankBrain. Et c'est ce que les moteurs font depuis quelques mois pour les requêtes qui n'ont pas d'historique. Voilà. Et maintenant, je te laisse finir. Oui, donc on comprend bien que l'enrichissement des requêtes, la notion de mot-clé, elle est complètement obsolète, puisque vouloir se positionner sur un mot-clé, en fait, au final, on ne sait pas ce que le moteur va interpréter, va positionner. Et je pense que ce que tu disais à un moment donné, les mots-clés, on aura à terme plus de... Les mots-clés n'apparaîtront pas, les mots-clés requêtés n'apparaîtront plus dans les pages. Une grosse tendance au final, bien sûr on en a tous entendu parler, l'arrivée de la position 0 et des feature snippets, puisque le moteur en fait ça enrichit de plus en plus ces données, et on s'aperçoit que il y a un autre phénomène qui va venir réduire considérablement la SERP. On va passer non plus de 10 résultats, mais à un seul résultat, avec ce fameux People Also Ask. Sur les requêtes de positionnement 0, on va aux États-Unis, ça existe depuis quelques mois, je pense que ça va pas tarder en France, où le moteur propose des questions associées. Et chaque fois qu'on va cliquer sur la réponse sur une question, donc dans People Ask, il va ouvrir l'info et il va vous régénérer 3 voire 4 questions supplémentaires. Donc, ce qui veut dire qu'au final, au niveau de la SERP SEO, elle n'existe quasiment plus sur ces requêtes informationnelles. Et ça
ça prépare fortement, je pense, il y a une tendance et on y va, c'est stratégique pour Google puisqu'il prépare simplement son moteur d'assistance avec une question est égale à une réponse, puisque puisque aux États-Unis, Google Home est arrivé d'une façon très prégnante. Il arrive en septembre en France, je ne sais pas en Suisse par contre. Ça répond à des problématiques de Google Home, Google Assistance et de Google Car. Donc une intention de recherche, un résultat. Sachant qu'aujourd'hui, peut-être c'est pas clair pour tout le monde, le moteur travaille sur les 5 à 6 premiers résultats. Ce qu'il y a au-delà n'est pas très intéressant pour le moteur. Alors pourquoi 5 ou 6? Parce que c'est ce qu'on voit au-dessus du fold quand on est dans un navigateur à peu près standard. Ce qu'il y a en dessous, on s'en fout. Et du coup, je pense qu'il va favoriser la reformulation de requêtes, puisque si on interroge, on demande en fait à Google Home est-ce que je peux ou comment je peux faire mon gâteau, etc. Et s'il nous donne une mauvaise réponse, on va reformuler. Et on va accepter, d'une façon, au niveau de la voix, on va accepter beaucoup plus facilement de reformuler une requête à la voix que par écrit, puisque c'est ce qu'on fait naturellement dans la vie, quoi. On la tapera jamais parce qu'on la dira. On la dira, on la tapera pas. On parlera. Oui. Sur Google Home, en fait, hein, c'est une machine que vous mettez sur votre table. Et c'est un peu comme Google ou Siri. Et vous posez votre question. Et au final, on y vient de plus en plus. Et le taux de pénétration aux États-Unis est quand même assez important. Non, il va se transformer comme d'habitude en fait. Hein. Il faudra être positionné dans les requêtes qui seront présentées, dans les questions qui seront présentées. Voilà, c'est toujours la même réponse depuis 10 ans, 15 ans. Il se transforme. C'est une bonne réponse. C'est une bonne question. Il risque de devenir ça en fait. Hein. La question, c'est quoi en fait? C'est sur les desktops, quels vont être... Il faut voir que tous les critères on-page, ça va. Enfin, je ne veux pas dire que le SEO est mort, mais en tout cas dans l'optique des ingénieurs chez dans les moteurs, tout ça c'est que des artefacts faits parce qu'on est sur des interfaces textuelles. Si on veut gommer au fur et à mesure les interfaces textuelles, l'information qui n'est pas utile pour une interface autre, pour mieux sélectionner, sera juste plus utilisée. Hein. Mais alors non, tant qu'on sera sur desktop avec une interface textuelle, on fournira toujours plus de résultats, parce que visuellement, on peut le faire, et donc on a plus de chances de satisfaire un besoin informationnel si on met plus de résultats. Donc ça ne changera pas. Par contre, c'est pour l'interface vocale que tout changera. Et le problème de l'interface vocale, après, c'est à quel rythme les gens passent dessus, et ne font quasiment plus que ça. Tout ce qui est transactionnel et navigationnel, c'est discuté, mais enfin, il y a un certain nombre de requêtes qui auront du sens vocalement, et plus tellement textuellement. Donc voilà. Après, il y aura une bascule. Hein. Mais pendant longtemps, il y aura les deux après. Tout à fait, mais il ne faut pas penser au moteur de manière monolithique. Déjà, par exemple, c'est amusant, la plupart du temps, les gens parlent d'un index. Ça n'existe pas, l'index d'un moteur. En fait, un moteur, même les plus bêtes du monde, ils ont une vingtaine d'index différents. Parce qu'il y a des index par thématique, par intention, qui se croisent, etc. Et donc, en fait, on a l'illusion d'un index où on va chercher un élément. Non, en fait, on a beaucoup d'index, avec beaucoup d'algos qui permettent de singulariser des éléments. Et après, c'est comment on choisit l'élément, parmi ceux qu'on a singularisés, les éléments qu'on met le plus en avant. Et donc, quand ce sera vocal, ce ne sera pas fait de la même manière que quand ce sera textuel. Parce que, dans un cas, l'intention sera très importante et on aura un ou deux résultats, un ou deux slots et pas plus. On va peut-être passer... Juste, il y a un autre slide? Non, c'est pas de... Non, c'est le slide de... C'est une question, alors. Ah, il faut... Non, Nico, tu pourras nous la poser, toi, à l'apéro, donc derrière, plutôt. Ah, oui. Ouais, à l'apéro aussi, sinon. Bonjour, je voulais revenir sur le slide d'avant et
Je voudrais savoir comment vous imaginez, encore avant, voilà, les liens sponsorisés dans ce type de page. Sachant qu'aujourd'hui, les moteurs de recherche gagnent leur vie avec les liens sponsorisés. Ouais. Et du coup, quand je vois ça, je m'inquiète pour eux. Alors, sachant que c'est juste une impression écran, il y a les liens aux États-Unis, vous retrouvez cette page sur google.com en langue anglaise, donc vous pouvez faire vos tests, etc. Et vous avez encore le bandeau AdWords. Je pense que c'est une réelle question. Donc comment, que, à mon avis, les ingénieurs Google se posent, comment ils vont, est-ce qu'ils vont modifier leur business model sur le passage au full voix lors de Google Home? En fait, ils vont peut-être plus travailler sur du partenariat, plus travailler sur de l'affiliation, plus travailler sur du placement de produits. Voilà, sur les interfaces vocales, les pistes qui sont explorées pour l'instant, c'est vraiment de faire des propositions, on aime bien dire des propositions de valeur, mais c'est un mécanisme d'affiliation en fait, tout bête. Et par contre, la question c'est comment est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on fait croire à une personne qu'elle a un résultat raisonnable, normal, et qu'elle achète, on touche le pactole, quoi? Ou est-ce qu'on dit à la personne, on a un résultat, mais nous, on pense qu'on a un bon deal et le voilà, et tu peux passer par nous pour acheter. Mais probablement, on ira vers un modèle d'affiliation. Merci beaucoup. Merci. Merci.